monsieur, je prends un demi. Samuel, tu peux demander à sous les câbles. Le demi de base. Ne vous inquiétez pas. Je donne la demi à la jeune fille qui est là. Vous avez en pression. Le demi de base, s'il vous plaît. C'est la cantère. Ah, c'est bien. Oh, chef pour vous. Le reste, je le garde pour l'instant. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Vous avez pu écouter l'extrait de Non. Cancan? Non, vous n'avez pas voulu l'écouter? Non. Si je l'avais écouté, je serais déjà prêt à vous dire des bêtises alors. Je vais être surpris. Je lui suis très reconnaissant de me l'avoir donné, mais je vois pourquoi je l'aurais écouté. Je l'écouterai demain. Voilà. Après avoir dit des bêtises. Voilà. Comptez sur votre mémoire du film. Ah non, je veux l'écouter. Ah, vous voulez l'écouter maintenant? Ouais. Bah, c'est le minimum si vous voulez m'interroger là-dessus. Ah, vous êtes fié à lui et à moi, mais on est des traîtres, nous. Alors, vous l'avez pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Boire des coups. Vous l'avez vu quand? Je lui ai dit que je savais pas si je l'écouterais. Il m'a dit je vous le donne. J'ai dit bon, donnez toujours, mais c'est pas indispensable. Ouais. C'est ça les surprises de la vie. Hein. Non, moi je me suis dit qu'ici il y aurait un haut-parleur et qu'on entendrait tout ça. On peut aller demander au patron de mettre la cassette. On n'a pas la cassette. Ah ben oui, c'est vrai. C'est ça le problème. C'est de quoi il s'agissait là-dedans? Il s'agissait d'une chanson d'abord, de beaucoup de musique. Quoi? Les escaliers de la butte sont dus aux malheureux ou quoi? Voilà, ça commençait à celui-là. Ouais, et après? Après, il y avait monsieur Jean Gabin, Il disait quoi? alias Lancard, Ouais. qui disait que pour lui, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, c'était ce qu'il créait, ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait, c'était toi, c'était elle, c'était elle. Il y en aurait d'autres après, qu'il y en avait d'autres avant. Ça ne s'arrêterait pas et que si cette petite Mimi jalouse croyait que ce que eux pensaient, ressentaient, ça comptait dans la balance, elle se trompait. Et que ce qui comptait, c'était ce que eux voulaient, et eux, c'était le public. Et voilà. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas cette cassette-là. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus? Le film, vous l'avez vu quand pour la dernière fois en entier? Quoi? Le film, vous l'avez vu quand pour la dernière Ben fois? justement, on n'a pas de chance. Mais je peux vous dire une chose, c'est que Daniel est absolument folle furieuse. Parce qu'elle voulait le voir mercredi, il repasse à Paris. Et justement, mercredi, on sera en train de se foutre dans un fossé sur l'autoroute ou je sais pas où. Hein. Parce qu'on part lundi matin alors. Donc elle ne le reverra pas. Donc quand elle a vu arriver sa cassette, elle a dit oh, enlevez-moi ça, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas voir le film, mais je devrais écouter un bout sous forme de radio. Alors, elle était furieuse. Elle a même refusé de me le faire entendre. En fait, je crois qu'elle a bien fait. Voilà, c'est la vie. Non mais vous croyez donc qu'on ne peut pas parler d'un film à partir d'un extrait sonore? Qu'on ne peut pas parler D'un film à partir d'un extrait sonore? d'un extrait? Sonore. C'est très difficile. Moi, je pense oui, je pense que vous avez raison.
il y a des choses comme ça qui peuvent... je sais pas moi, si j'entends un extrait du Bois de Boulogne, ça peut me toucher parce que je connais très bien le film. Ouais, mais là, j'ai bien vu French Cancan plusieurs fois, mais je vois pas pourquoi. Si on voit pas Gabin qui fait le clown et l'important, le producteur et le directeur de boutique et de théâtre, c'est pas suffisant de l'entendre. Et de toute façon, il ne s'agissait pas tant de parler du film. Ouais, ça je m'en doute, c'était un traquenard, ça. Ouais. De reste, il y avait un autre film, Rivette, c'était, non? Alors, là, de quoi il s'agissait? Il s'agissait des conditions de production d'une œuvre d'art. Vous m'avez choisi un beau sujet. Alors, d'abord celui-là, le producteur, et ensuite le... Non, c'est pas... En fait, là, sur French Cancan, ce dont je voulais vous parler surtout, c'était pas Gabin en tant que créateur-producteur, mais plutôt de la notion publique. Le rapport de l'encart. Pourquoi pas la Magnani dans le carrosse d'or? Ouais, ça allait plus loin. Hein. Pourquoi ça allait plus loin? Oh, parce que c'était le désespoir, là. Mon cher public, mon bon public, je n'y arriverai jamais à m'exprimer dans ce langage-là, dans ce pays-là et tout ça. Et à la fin, alors, est-ce que vous les regrettez? Elle dit un peu, devant le rideau rouge. Bah justement, le carrosse d'or, il va repasser à Rome bientôt. Où? À Rome. À Rome. Ça tombe bien. Moi, est-ce que vous savez tout ça? Bah non, j'y pense parce que justement, on me l'a dit il n'y a pas longtemps. Mais où à Rome? Ah bah la Villa Médicis. Oh, mais c'est pas à Rome, ça c'est le territoire français. Ouais, voilà, ça, mais comme vous êtes des Français... Là, il fait un temps où là, on voulait m'arrêter parce que j'étais sur le territoire français. Ah ouais. Ouais, on voulait m'arrêter. Quoi? Passé hier le carrosse d'or. Hier. Hein. Où? Grande action. Hier, nous, on a été voir Gueule d'amour. Ouais. Pas loin du Grand Action, au Champeau, Lyon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, les enfants? De quoi vous... Déjà, on va être inquiet. Ouais. À la Ouais, bon. De quoi vous voulez me faire parler au juste du public, quoi, de la... Ouais. Oh, c'est vite, ça. Ah, tiens, Christophe. Ah, mais il est déjà vite quand même. Pratiquement. Merci. Ce qu'il dit Jean Danglars-Gabin, Jean Danglars-Vin, il dit le métier c'est d'être au service du public. Il dit ce qui compte c'est ce que eux là-bas ils veulent, le métier c'est d'être au service du public. Ouais, je vous ai dit que là-dessus j'aurais plein de choses à dire. Non, je voulais justement que vous polémiquiez un peu avec Gabin Danglars. Ouais. Pourquoi? Non, pas forcément polémiquer, mais discuter de ce que pouvait être le rapport au public déjà dans le film, puis à l'époque Oh, il faut quand même pas mélanger toutes les situations pratiques, psychologiques et historiques. Gabin, il avait son problème, il était chef d'entreprise. Moi, je ne suis pas chef d'entreprise, donc nécessairement j'ai un point de vue différent. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit là, c'est pas juste de son point de vue, à ce moment-là pour lui, c'est tout.
dire Hein? Gabin l'acteur? Jean Gabin? Dans le film? Non, dans le Danglars. Danglars. Oui, le personnage. Mais il y a aussi autre chose, c'est que Renoir a dit à propos de ce film, il a dit qu'il a tourné après le Carrosse d'Or et c'est le premier film qu'il a refait en France après depuis les années 30, après un passage à Hollywood, l'an des Carrosses d'Or. Et il a dit, faire ce film, pour moi, c'était créer un pont facile et agréable avec le public français. Mais ça n'a pas marché. C'est cassé le nez. Ouais. Enfin, Hollywood, c'était pas seulement Hollywood, il y a eu entre-temps le fleuve. Le fleuve a été un succès, paradoxalement. Tandis que le Carrosse d'Or a été un flop énorme. Personne n'a été le voir, même pas les cinéphiles. Le seul qui défendait ce film-là à l'époque, c'était même pas Rivette, c'était Doniol. Doniol Valcroze. Renoir, il n'a jamais eu de succès commercial, Renoir, c'est ça qui est important. Hélas, ou grâce à Dieu, je n'en sais rien. Le seul succès commercial qu'il a eu, c'était La Grande Illusion après la guerre. Tout le reste, ça a été des flops. Par rapport à René Clair ou Carnet ou Duvivier, Renoir, qui malgré tout était dans le système, vraiment dans le système, et ben ces films n'ont jamais marché. Ils ont toujours été à contre-courant ou plus ou moins refusés ou des tout petits succès, pas plus. Renoir, il disait dans son première interview en France, après le fleuve, je crois, il disait, vous savez, le cinéma, on ne sait pas bien comment, il disait, moi j'étais une fois à une course de taureaux en Espagne, alors j'y comprenais rien, parce qu'il y avait un petit mouvement comme ça, du torero à gauche, un petit mouvement à droite, tout le monde se mettait à hurler ou à applaudir, et moi j'y connaissais rien. Parce que pour comprendre quelque chose à une course de taureau, il faut être un aficionado. Et moi j'étais pas un aficionado, j'y comprenais rien. Et bien le cinéma c'est comme ça, le cinéma est compris que par les aficionados. Bon. Et il disait, regardez, il y avait le Gaumont Palace, là où il y a le... Comment ça s'appelle? Castorama. Bon, c'était le plus grand cinéma d'Europe. Ça s'appelait Gaumont Palace. Avant, il y avait eu un hippodrome. C'est pour ça qu'il y a l'hôtel de l'hippodrome. Là-dessus, ils ont construit le Gaumont Palace. 6000 places. C'est là que sortaient les films de Chaplin doublés en français. 6000 places. Il y avait un jet d'eau avec de l'orque. Il y avait des jeux d'orque pendant qu'un jet d'eau asperger. Un jour, j'étais là-dedans, au premier rang, j'ai été complètement mouillé. Bon. Et Renoir, il disait, oui, on croit que dans ce même truc, que le cinéma, c'est fait pour les 6000 personnes du Gaumont Palace. Non, c'est fait pour 3 parmi ces 6000 personnes. Ouais, bon. Ça, c'est intéressant, pas parce que c'est un discours de mec qui fait de l'underground, mais parce que Renoir était un homme qui faisait partie d'un système commercial où il n'a jamais vraiment fait où il n'a jamais été tout à fait accepté ni intégré, parce qu'il ramait, il nageait à contre-courant. Alors l'histoire le personnage de Gabin dans le film n'est pas tellement sympathique. Hein. Il n'est pas tellement sympathique. Et ça ne veut pas dire que Renoir a fait une caricature et le méprise, non, mais il est ce qu'il est. Je répète, c'est un chef d'entreprise, c'est tout. S'il avait fait un film sur je ne sais pas qui, sur Louis Schweitzer, il aurait le même point de vue que sur Jean Gabin. Hein. Mais nous, on est trop ici, là.
Vous savez qui a loué Schweitzer? Le docteur. Hein? Ah ouais, non, le PDG de Renault. Ouais. C'est bon, c'est bon. Ouais. Regarde, Je sais pas, minuit je docteur vais te Schweitzer. parler la langue. Ça, c'est encore une autre histoire. Là, on se retrouve du côté de Sartre. Parce que Schweitzer et Sartre, ils étaient C'est ma apparentés. fête. Ma fiancée, elle m'a même pas fêté ma fête. C'est pour ça que Sartre savait un peu d'allemand, parce qu'il était alsacien. Ça ne va pas, ça. Bon, alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous, par exemple, vous avez souvent dit que vous ne vouliez pas faire Non. de film pour des aficionados, justement. Vous avez dit que vous vouliez sortir du ghetto culturel parisien et vous avez parfois, il y a plusieurs années, lancé des affirmations telles que, par exemple, Othon était un film qui était fait pour être vu par les ouvriers, justement, de monsieur Louis Schweitzer, qui n'était pas là à l'époque, c'était son père. Oui, j'ai dit, autant c'est un film, au fond, qui, normalement, dans une société normale, devrait être vu et que j'ai fait pour les ouvriers de Renault. Oui, ça, je l'ai dit. Ouais. Et là, je me suis fait traiter de chien et de volontariste par Bonitzer et toute la bande. Et pas seulement lui, d'ailleurs. Tous les maoïstes, etc. C'est quelque chose que vous dites plus. J'ai aussi dit, comment? Je dis plus. Quand on a fait présenté une chronique d'un mec dans la barre à Munich, c'était exactement pendant les jours où les B-52 étaient en train de détruire Hanoï. J'ai dit ce film-là est dédié au Viet Cong, d'une part. Et d'autre part, si vous acceptez pas ça, et je vous dis que ce film-là est dédié aux paysans de la forêt bavaroise, qui sont tous des catholiques et qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre une mesure de la musique de Bach. Alors ils m'ont dit, oh, voilà, c'est tout. Alors, bon, vous pouvez me dire que depuis, j'ai pas dit des choses comme ça. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Oh. Alors ça veut dire quoi, ça? Par exemple, un film comme Sicilia, il serait pour qui ce film? Un film comme Sicilia? Quoi? Il serait pour... Vous le dédieriez à qui ce film? J'en avais marre des dédicaces, et on ne peut pas faire tout le temps des provocations et des dédicaces. À qui? Sicilia? Certainement pas aux Parisiens. Bah non, c'est un film italien déjà. Bon, ça pour peut commencer. pas être parisien. Bon, alors, essayons de cerner le problème. Et vous, le dédieriez à qui? Sicilia? Hein? Moi, quand je rencontre des Siciliens, je leur parle de ce film, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent Vittorini, on ne sait pas qui c'est. Non, ils le connaissent de nom, quoi. C'est Ah. souvent ils l'ont pas vu. Est-ce qu'ils savent que son père était un cheminot? Je ne crois pas. Bon, ben, le père de Vittorini était cheminot. Enfin, tout ça, c'était aussi pour savoir si, quand vous entrepreniez un film, vous pensiez, vous aviez déjà une idée de vers qui, Non. à qui il s'adressait. Non. Non. Ça, c'est une histoire que les gens de gauche, à un certain moment en Allemagne, ou les contestataires, ou je sais pas quoi, les maoïstes, ou je sais pas quoi, appelaient les Zielgruppen. Les groupes vers lesquels on a un but. J'ai toujours trouvé ça horrible. Non. Jamais. Non, non, non. Alors maintenant, si vous voulez noyer le poisson, ce qui n'est pas tout à fait le cas de... On pourrait dire, on fait un film et on se dit, on verra bien. Il y a assez de gens dans le monde qui nous ressemblent.
On n'est pas des oiseaux extraordinaires, ni merveilleux, ni quoi, et donc il y a beaucoup d'oiseaux parfaitement communs qui nous ressemblent, et c'est tout. Et si on vivait dans une société démocratique, ces oiseaux-là seraient informés, et il y en aurait sur 300 000, peut-être 10 000 qui viendraient voir notre film, ou peut-être plus. Il se trouve qu'ils ne sont pas informés. Alors ça c'est une autre histoire. Mais non, il n'y a pas. On ne peut pas dire on fait tel film pour tel groupe, pour tel. Même l'histoire des ouvriers de Renault et des paysans de la forêt bavaroise, c'est en aucun cas quelque chose qu'on se dit avant de faire un film. Jamais, ça ne serait pas possible. On se dit ça après quand on se retrouve avec des macros de la profession et qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces mecs-là? Ce film-là n'est vraiment pas fait pour eux. Alors on se dit tout d'un coup, mais bon Dieu, pour qui est-il fait et qui pourrait-il toucher? Et on leur dit en pleine figure, mais ce film-là, il vous débecte profondément, vous le détestez, ou vous n'aimez pas ça du tout, ou ça vous intéresse absolument pas, ben c'est normal parce que c'était pas fait pour vous, mais pour les paysans de la forêt bavaroise. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est pas avant qu'on se dit on va faire un film pour, je sais pas quoi, pour les ennemis de Bonitzer ou ses amis, non, sûrement pas. Jamais, jamais. C'est pas possible ça. Un film c'est pas ça, on fait un film sur un coup de fureur, un coup de colère ou un coup de foudre. On pense absolument pas à un public. On espère que ça intéressera des gens et qui comprendront le coup de colère ou le coup de fureur ou le coup de foudre qu'on a eu, parce qu'ils en ont eu eux aussi des coups de colère ou de fureur ou des coups de foudre semblables ou différents ou parallèles. Non, non. Jamais, jamais. Ah bah voilà. Jamais, je vous dis jamais, en aucun cas. Et on appelle ça des amis. Et les gens qui, avant de faire un film, se disent je fais ça pour je ne sais pas quoi, selon moi, le film ne vaut rien. Il est déjà mort avant de naître. Enfin, vous n'avez pas eu l'impression de faire un film pour qui en faisant votre film, vous? Non, mais en fait, je le sais bien, ça. Bon, alors, c'était plus c'est pas une idée de volontarisme de dire on fait un film pour un tel, mais en le faisant, avoir l'idée de déjà quel public sera plutôt attiré, comme on voit que une visite au Louvre. Non, alors moi je pense pas au public quand je fais un film, ni avant de faire un film. Non, même pas pour me dire mais après tout ça, non, franchement pas. Je savais très bien que les Italiens contemporains ignoraient complètement Vittorini et qu'ils ne seraient pas intéressés par les 3 derniers films qu'on a fait. C'est tout. Et je m'en foutais. Je voulais au contraire les provoquer en leur disant voilà, il y a quelqu'un là que vous avez oublié, refoulé, et je fais un film à partir de là. Et ça ne vous intéressera pas et vous n'en voudrez pas, mais je le fais quand même justement parce que moi, je suis pas italien et que je suis, en tant que citoyen de l'extérieur, je veux vous faire remarquer que vous aviez là un grand homme que vous avez complètement refoulé, c'est tout. Donc vous y pensiez. Mais on ne disait pas penser dans un sens commercial, mais plutôt penser dans le sens avoir une pensée vers les gens quand on fait son travail. Non, pas vraiment, pas dans ce sens-là. Pas dans un sens provocateur. On fait toujours un film, moi j'aurais jamais fait un seul film si ça avait été pour moi. Dans ce sens-là, oui. On fait un film en se disant, bon, ben, c'est une bouteille à la mer et ça intéressera quelqu'un et ça servira à quelqu'un. Il faudra un jour qu'il la trouve et la ramasse et qu'il en fasse quelque chose. Sinon, on ne ferait rien. Moi, je ne ferai rien du tout parce que je ne suis pas du tout intéressé à mon nombril, ni à ma personne, ni à
et tout ça, donc je ne ferais absolument pas de film si c'était pas pour quelqu'un, Ah là là. en gros n'importe qui, pour vous décevoir. Non, non, c'est toujours... on pense à un destinataire, mais on pense pas comme ça non, 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 non. L'histoire des Zielgruppen, des Allemands, c'est monstrueux. D'ailleurs, ils nous attaquaient toujours à l'époque en Allemagne. Ils disaient, alors, en fin de compte, votre film, vous voyez bien, alors pour quel groupe de la société vous l'avez fait? Je leur disais, ben, qu'est-ce que vous dites, c'est tout. Non, non. Avec une TVA. Godard aussi disait Quoi? ça. Godard aussi disait ça dans les années 70. Qu'est-ce qu'ils disaient? Bah, qui faisait un film, mais 150 personnes qui avaient fait une occupation d'usine. Oui, bon, bah, alors là, bon, ça c'est Godard, justement. Alors là, c'est pas moi. Très bien. Et c'était son point de vue. Oui, bah, parce qu'il faisait partie du monde des Allemands qui parlait de Zielgruppen. Mais moi, non, jamais. Nous deux, jamais. Jamais, on s'est jamais dit ça. Parce que vous, de toute façon, vous avez, pendant toute cette période des années 70, d'idéologie militante, vous, j'ai l'impression que même par rapport à vous, quand même, je suppose que vous avez dû quand même ressentir une certaine richesse dans cette pensée-là, ne serait-ce que par rapport aux questions qu'on vous posait dans les entretiens à l'époque, par rapport aux questions qu'on vous pose je ne vous aujourd'hui. parle plus. Où? Je sais pas, même dans les cahiers du cinéma. Non mais où? Dans quel coin de l'Europe? Où? En France ou en Allemagne? Ah, en France, je connais pas. Excusez-moi, moi j'y étais pas. J'y étais pendant 11 ans sans pouvoir mettre les pieds ici. Moi, toutes les histoires à l'époque des groupes de 68, ça n'existait pas pour moi. J'étais en Allemagne et si j'étais revenu, j'aurais été en tôle pendant 1 an. Jusqu'à quelle année alors? C'est jusqu'en 78 ou... 71 en 71. tout cas. Ouais. Donc, mais même la fin des années 70, genre, mettons 78 de l'année de la Résistance. À ce moment-là, j'étais pas en France. Non, vous étiez en Italie. Bon, alors à partir de 71, j'ai été faire 3 nuits au Val-de-Grâce pour faire le con et me faire libérer, parce que je voulais une carte d'identité, j'en avais besoin pour voyager, et sinon j'aurais même pas pu. Bon, et tous mes papiers étaient périmés, et c'est tout. Ensuite, je suis reparti, parce que je voulais aller en Italie, parce que j'avais un projet, on avait un projet qui était... Moïse et Aaron, leçon d'histoire, etc. C'est tout. La France n'a commencé à exister pour nous qu'il y a quelques années, très peu. Parce que même ensuite on est allé de nouveau, on est retourné en Allemagne pendant 14 mois, sans interruption, sans faire le moindre week-end en Italie ou en France pour tourner le Kafka. On était à Hambourg tout le temps, sauf pendant 8 jours le long du Missouri pour tourner le plan final, les 3 plans de la fin dans un train, c'est tout, mais on n'a jamais... La France, ça a commencé quand on est venu présenter je sais pas quoi, même Moïse et Aaron, bon, Moïse et Aaron, il se trouve qu'il est passé je sais pas où, à Cannes dans un certain regard, j'ai été là passer 3 nuits dans un hôtel où les mecs nous ont dit, mais vous pouvez pas... est à 2 dans une chambre parce que il y a qu'un seul metteur en scène invité. Alors on leur a dit bon messieurs, on va aller habiter chez des amis en ville, parce qu'ils ne voulaient pas que Daniel habite dans ma chambre, voilà. Ou alors elle aurait dû payer je sais pas combien. Bon, et là, et quand on est arrivé, le directeur du festival, qui c'était à ce moment-là, un charmant homme, un bourgeois parfait, délicieux et tout, il nous a fait venir dans son bureau. À peine on était arrivé, il nous a dit venez voir, écoutez Moïse Aaron, bon on l'a choisi, mais on a 25 Allemands sur le poil qui veulent faire un scandale parce qu'il y a 24 photogrammes de dédicaces à Holger Mans, et alors on va les couper. J'ai dit bon si vous les coupez, moi je m'en vais, je retire le film, en tout cas la bobine en question.
Et je lui ai dit, vous verrez qu'il y a d'autres Allemands qui viendront vous dire que surtout il ne faut pas couper ces photogrammes-là. Vous n'avez vu que des macros jusque-là. Ah, il m'a dit, monsieur Stroh, si vous me dites comme ça. Bon, on a été dans la cabine pour surtout vérifier qu'ils n'avaient pas fait de magouille, et le film est passé. Après que le film était passé, on est rentré chez nous. C'était la première fois qu'on était présent à Cannes. Non, on avait été une fois à la quinzaine pour leçon d'histoire. Bon, voilà. Mais on n'était pas en France, on venait en France. La première fois qu'on est venu en France, un peu plus longuement, c'était pour tourner Toute révolution est un coup de dé au Père Lachaise. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est de quelle année? Coup de dé? Ouais. 77. Bon, voilà. Alors, jusqu'en 77, pratiquement, on n'était pas en France. Sauf peut-être 3 jours par an maximum. Parce que la mère de Daniel était toujours là, elle est morte depuis. Là où le grand-père était entré en 1912, pas loin derrière. Voilà, c'est tout. Mais elle ne nous voyait jamais, quoi. Elle venait en Italie pour l'été avec sa 2 chevaux et c'est tout, quoi. Donc toutes ces histoires-là, pour nous, ça n'existait pas. C'était le monde parisien. Ouais, c'est vrai, mais moi ce que je voulais dire, c'est que vous avez quand même des rapports avec les Français. Même Kafka, c'était avec Louchansky et Caroline Champetier. Enfin, je veux dire, vous parliez avec des Français. Comme le Kafka, attendez, je vous ai dit là, il a dit, lui, clairement, la date du Mallarmé. C'est quelle année? 77. 77, bon. Alors, évidemment, j'avais connu Rivette bien avant de partir, de même que Truffaut, de même que M. Romer, de même que M. Jeannot, pour d'autres, Jean-Luc Godard, entre 54 et 58. Bon, là j'étais à Paris. J'étais à Paris, bon. C'est là que j'ai rencontré Daniel en 54. Bon, et j'étais à Paris, donc entre 54 et 58. Mais il se trouve que la première critique sur le premier film qu'on a fait, qui s'appelle Maror Camoufle, c'était pas une critique, c'était 3 lignes de Rivette dans les cahiers, qui publiait une lettre de Stockhausen sur le film traduite en français. Bon, alors, parce que j'avais pas revu Rivette depuis... si, je l'ai revu à Utrecht, quand il est venu présenter La Religieuse. Et là, nous, on arrivait pour présenter Chronique d'Anna Magdalena Bar. Alors, je lui ai dit bonjour, il m'a dit, ah, moi, en fait, je suis pas venu pour présenter mon film, mais je voulais voir Chronique d'Anna Magdalena Bar, parce qu'il connaissait le projet, parce qu'il était de 54, le projet. Ah, j'ai dit, bon, très bien, alors faisons comme ça. Toi, tu parles... Non, vous voyez dans ce temps-là. Vous parlerez à la conférence de presse de Chronique, et moi, je parlerai de La Religieuse. Mais sur le show, après les avoir vus, c'est tout, pas dans l'abstrait. Ah, il a dit, bon, d'accord, et ça s'est fait comme ça s'est très bien passé. Bon, mais, donc, j'avais vu quelques films de Rivette depuis, et quand on a cherché quelqu'un pour faire le Mallarmé, on a pris Louchansky, parce qu'on avait vu un film de Rivette qu'on admirait beaucoup, pas nécessairement en tant que film de Rivette, et que très peu de gens ont vu, ça s'appelait Merry-Go-Round. Bon, voilà. Alors, comme d'autre part, là, lui, il faisait beaucoup de mouvements d'appareil, on s'est dit ça serait drôle de lui faire un film qui durera seulement 12 minutes et où il y aura pratiquement qu'un seul mouvement d'appareil au début. Voilà. Alors on lui a dit viens, et il a dit oui, bon, d'accord, c'est tout. Mais c'était ça, des rapports avec Paris, mais pas plus. Les rapports avec Paris, c'était Truffaut qu'on rencontrait à 1h30 ou à 2h du matin, ou entre minuit et 1h du matin, là au coin, parce qu'il rôdait dans le quartier, il habitait au Chat Noir, et ensuite là, sur les Batignolles, dans un autre hôtel. On se rencontrait en sortant du dernier métro, lui il venait de là et nous de là. Il nous disait, tiens, bonsoir, comment allez-vous? On disait, bon, on est fatigué et tout. Et il disait, venez, on va manger 6 huîtres. Et il nous payait 6 huîtres au coin de la rue, là, voilà. C'est comme ça, les rapports avec Paris. Pas plus. Le Chat Noir de Pigalle? Ouais, il habitait là un certain temps, là-dedans. Ensuite, il y avait un autre hôtel, là.
Enfin, je crois ce qu'elle voulait dire, c'était pas spécialement forcément lié à Paris, mais plutôt au fait que dans les années 70, il y avait quand même les débats par rapport au film étaient un peu plus élevés qu'ils ne sont maintenant. On parlait plus en profondeur du contenu des films, de leur sens, d'une évolution générale. Oui, dans les années 70, il y avait un public, il y avait des gens qui allaient voir les films. Mais c'était un public, faut pas se raconter d'histoire. Hein. C'était un public de bourgeois illuminés, cultivés, qui pendant 40 ans n'avaient jamais mis les pieds dans un cinéma et qui tout d'un coup découvraient le cinéma. C'était un peu exagéré parce qu'ils l'ont découvert un peu avant. Qui méprisaient Hollywood, etc. Là, ils ont commencé à aller voir des films avec la nouvelle vague, etc. Et en effet, c'est ces gens-là qui sont venus voir De la nuit à la résistance, etc. Mais, et même Othon déjà. Et Chronique un peu avant. Bon, voilà. Mais ça faisait pas un public, comme disait Marguerite Duras, ça faisait 30 000 Parisiens, voilà. C'est pas compliqué. Chronique d'un Amérique dans la barre, c'était un film qui tombait du ciel, venait d'un pays étranger. Et combien étrangers pour les Français, c'était les Germains, ça venait d'Allemagne. Et Bach, bon, il doit avoir, ils disaient tous disaient Bach, comme les chiens qui aboient. Et le film est sorti aux Racines. Il s'est fait virer au bout de 3 semaines parce que la mère de Caris, qui était la propriétaire, avait un contrat pour le vent des Aurès et qu'elle l'a refilé. Le distributeur c'était Rocheman, il avait le Luxembourg. Le film a continué là pendant 5-6 semaines. À la fin, il y a eu 33 000 Parisiens qui ont vu le film. En effet, ça c'est plus possible de nos jours. Parce que c'était le film d'un inconnu, etc. C'était pas le fétichisme d'auteur, des gens qui venaient voir un film de Godard parce que Godard était connu, non? C'était un film d'un inconnu qui venait d'un pays étranger. En effet, ça c'était différent. Et quand en 60, je sais plus combien, c'est de quelle année le Pavésé? 78. Bon, 78, le film est sorti. Dans ce temps-là, il y avait un type à la Gaumont qui s'appelait Denis Château. Il a dit, moi ce film-là, ça me plaît, je vais le sortir à la Pagode. Voilà. Mais pas par hasard, parce que Denis Château, homme de la Gaumont, dont Godard disait toujours, moi j'en ai marre de jouer au Monopoly avec Denis Château pour la sortie d'un film. Denis Château, c'était un monsieur qui faisait partie des jeunes cinéphiles des années avant 70, 65, parce que Denis Château, c'est le gars qui, quand Comolli voulait sortir, a fait l'opération Première Chance des Cahiers du cinéma, c'était des films pas sortir en France, c'est-à-dire Glauber, Rochat, Bellocchio et tout ça. Ils ont voulu, dans tout ce bazar-là, il y avait comment ça s'appelle, non réconcilié. Bon, alors, Comolli et la bande, pour l'opération Première Chance, ils ont dit, on sort, on montre non réconcilié, je sais plus où, c'était au Quartier Latin. Je ne sais même plus quel cinéma, j'étais pas là. Ils l'ont montré en alternance avec La Grève d'Eisenstein, qui n'était pas une mauvaise idée. Bon, et qui est-ce qui a programmé ce film-là à l'époque, qui avait ce cinéma-là? C'était Denis Château, qui ensuite est devenu un patron de la Gaumont. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est le même gars qui ensuite s'est souvenu de nous en 78 et qui a dit, moi, j'ai vu le Pavésé, dont Rivette disait, ah, ça doit être leur meilleur film, etc. Et Mascolo disait, ah, on n'a jamais... Bon, eh ben, il a dit, moi, je le sors à la Pagode, voilà. Et c'est le même Denis Château qui, quand on est arrivé 5 ans plus tard, ou je sais pas combien, avec le Kafka, a dit, écoutez, Straub, ça peut pas durer, vous êtes constamment relégué. Moi, je le connaissais à peine, hein, je l'ai vu 4 fois dans ma vie. Je jouais pas au Monopoly avec lui comme Jean-Luc Godard. Et il a dit, je voudrais faire une tentative. Il a sorti au Gaumont, en bas des Champs-Élysées, là, comment ça s'appelle, Ambassade ou quoi? Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Non, à gauche, en bas. Il a sorti le Kafka. C'est un joli prénom. Il a sorti le Kafka.
là-dedans, et la femme de notre ingénieur du son a pris des grandes photos, il y avait des grandes affiches, rapport de classe sur les Champs-Élysées. Bon, il se trouve que ce pauvre Denis Château, c'était déjà trop tard, le film s'est cassé la gueule. En tout cas, le propriétaire de salle, qui malgré tout était en bisbille avec le patron de la Gaumont, a viré le film au bout de 8 jours, c'est tout. Voilà. C'est ça les rapports avec Paris. Donc là, vous avez un éventail. 65, on n'était pas là. C'était la sortie de non réconciliés, opération première chance. Ensuite, les histoires de la sortie d'Othon, parce que Chronique avait marché. Chronique avait marché tout à fait par hasard, et parce qu'il y avait les jeunesses musicales, etc., ils avaient resté. Bon. La mère de Caris, qui a sorti le film qui s'appelait Chronique, et qui l'a viré au bout de 3 semaines, quand on est arrivé avec Othon, là j'étais amnistié. Alors on a bu un pot en face du Racine. Qui est-ce qui avait par hasard assise avec nous? C'était la Marguerite Duras. Alors elle connaissait très bien Madame de Caris. Alors Madame de Caris lui a dit quelque chose comme ça dans l'oreille. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a dit, vous voyez, on venait de lui projeter Othon pour savoir si elle le sortait de nouveau au Racine. Alors elle avait dit à Marguerite, vous voyez ce que des gens comme ça qui ont eu un peu de succès avec Chronique se permettent de faire ensuite. C'était Othon, voilà. Voilà, c'est ça aussi les rapports avec Paris. Que Marguerite Duras a défendu. Oui, bon, elle aimait bien Othon. Elle nous avait envoyé une lettre à Munich où on habitait à ce moment-là. Elle nous a envoyé le détruire, dit-elle, son bouquin, et en disant j'ai jamais vu de plus grand film au monde que Chronique d'un Magdalene à bar, etc. Ça, c'était son côté illuminé. Mais par rapport à Denis Château, comme dirait Renard, c'était un public d'aficionados qui a peut-être plus aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ont vu moins de films et que... Qui? Quoi? Qui sont les... Expliquez-moi ce qu'elle dit. Qui était par rapport à Denis Château un public d'aficionados? Lui, Denis Château, c'est-à-dire que des types... lui, c'était... qui avaient vu des films avant étaient peut-être plus capables de prendre des risques sur quelque chose. Oui, ça c'est vrai, oui. Oui, mais ce gars-là, il est licencié maintenant. Hein. Il est à la retraite. Il a été à la retraite bien avant, parce que le premier qui l'a licencié, c'était Toscan. Alors, voilà. Et vous disiez aussi que les 33 000 spectateurs de Anna Magdalena n'étaient plus possibles aujourd'hui. Hein? N'étaient plus possibles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pouvait plus... Tout le monde le sait, ça. N'importe quel Macron qui sort un film, ou Vaugeois, ou Martine Marignac, ou n'importe qui, sait très bien que ça n'existe plus. Mais pourquoi, à votre avis? Mais si Chilia, il a fait... Pourquoi? Parce qu'il y a eu un reflux politique, parce que le monopole s'est resserré, et parce que c'est tout. Parce que quand un film... Écoutez, il y a un exemple célèbre, ça s'appelle AS, de Kramer. Bon. Et il est sorti au Quartier Latin, je ne sais pas où, peut-être au Racine, ou plus probablement au Saint-André-des-Arts, ou un petit bordel de ce genre-là. Bon, un petit bordel culturel. Pendant 3 semaines, il n'y avait personne, mais personne ne venait. Tout d'un coup, à la fin de la 3e semaine, c'était quand? C'était encore les années d'or, hein. 80. Oh non, c'était avant les années 80. 70, Hein? 75, pardon. Ouais, je crois plutôt. C'était au milieu des années d'or. Alors, c'était Jacques Robert qui sortait le film, il était complètement effondré. Bon. Et au bout de 3 semaines, les 3 derniers jours, tout d'un coup, on a vu arriver 30 personnes, 40 personnes. Bon. Là, par chance, le gars qui avait la salle, il a dit on va voir ce qui se passera la 4e semaine. La 4e semaine, tout d'un coup, 50 personnes par séance, ensuite 100 personnes, etc. Ils l'ont tenu ensuite 11 semaines ou je sais pas quoi. Depuis, tous les macros de la profession, qui maintenant ne sont pas encore pourris par la marée noire, etc., ils disent on ne peut pas savoir si commercialement un film marche, peut marcher ou ne marche pas
avant la fin de la 3e semaine. Et comme maintenant, ils le savent très bien parce qu'ils virent les films Le Retour du Fils Prodigue, la mère Vaugeois l'a viré au bout de 2 semaines. En m'appelant, en disant, voilà, il a dit 3 semaines, on tiendra sûrement. M'appelant, j'ai dit à Vaugeois, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, excuse-moi, on aurait dû mettre Anne dans le coup, on l'a pas mise dans le coup. Et je dis, bon, ça c'est ton problème, c'est pas le mien. Alors, elle a viré le film, elle disait, on va le foutre à l'épée de bois. J'ai dit, bon, il ira pas à l'épée de bois, et c'est tout, je vous retire le film. Mais au bout de 2 semaines, on peut pas savoir si un film marche. C'est tout. Mais maintenant, ils virent un film au bout de 2 semaines. Même les grandes sorties commerciales, 50 films, 50 copies, même le Romain, au bout de 2 semaines, ils décident qu'ils retirent 10 cinémas, 20 cinémas, ou Chantal Ackerman, ou voilà. Au bout de 2 semaines, ils décident que voilà, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais vraiment, et ils retirent au moins 2 tiers des 50 cinémas ou des 14 cinémas du point de départ, même pour ces films-là. Donc, quand vous dites qu'il y a un reflux politique, ça veut dire que le reflux politique se traduit par le fait que... J'ai dit un reflux, hein, pas... Un reflux, ouais. Oui, un reflux. Ça se traduit par le fait que les gens ne veulent plus perdre d'argent. Enfin, ils n'ont jamais voulu, certainement, mais ils sont pas prêts, ils sont pas prêts à se battre pour un film auquel ils croient, par exemple. Mais pas seulement ça. C'est aussi tout bêtement que la bourgeoisie cultivée, illuminée ou quoi, ne va plus voir les films. Ils n'y vont plus. Les gens qu'on connaît, comme Archie qui a publié nos bouquins là et tout, il a décidé que tout ça c'était trop con, les films étaient trop mauvais, il va plus voir les films. Il veut même plus aller voir le dernier film de Romer parce que le précédent l'a débecté. C'est là qu'on en est, ils veulent plus. Et le dernier film de Rivette dont on pensait que ça allait marcher comme ça parce que il y avait la belle fille nue sur des affiches dans tous les kiosques pour une d'autres raisons, et ben il s'est cassé la gueule et les gens illuminés, cultivés des années 70 qui allaient voir notre film tiré de Pavésé, etc., ils ne vont plus voir ces films-là, ils n'y vont plus. C'est aussi ça le reflux politique. C'est aussi du côté de la bourgeoisie illuminée ou cultivée, etc. Ils ne vont plus au cinéma. On en est revenu à ce qu'il y avait avant, quand ils disaient le cinéma c'est un divertissement forain, etc. Maintenant ils sont écœurés, à tort ou à raison, mais ils ont décrété qu'ils ont vu trop de conneries, et la nouvelle vague après la nouvelle vague, c'est tellement con qu'ils ne veulent plus aller au cinéma, c'est tout. Vraiment. Il n'y a plus d'illuminés. Peut-être. Je pense que Deleuze, s'il vivait encore aujourd'hui, il n'irait plus au cinéma, alors qu'il y allait, C'est un exemple. Ou Guattari, ou des gens comme ça, mais il n'y a pas que...